Deuxième journée de Jean-Paul II à Paris avec une messe à Notre-Dame et une visite controversée sur la tombe de son ami, le professeur Lejeune, militant anti-avortement. L'Union française des consommateurs dénonce la présence de substances cancérigènes dans plusieurs modèles de tétines en caoutchouc. Pollution, l'atmosphère s'est allégée au-dessus de Paris. Aujourd'hui, Dominique Voynet, le ministre de l'Environnement, envisagerait une augmentation du prix du gasoil et la réduction de la puissance des moteurs. Immigration, le gouvernement n'envisage pas d'annuler les lois Pasqua-Debré, mais d'en supprimer les dispositions les plus discutées. Madame, Monsieur, bonsoir. L'information est à paraître dans le magazine des consommateurs Que choisir du mois de septembre. Une étude sur 23 tétines de biberon en caoutchouc de différentes marques montre que la moitié d'entre elles contiennent une substance cancérigène destinée à renforcer leur solidité. On ignore encore quels peuvent être les dangers potentiels exacts de ces produits sur les nouveau-nés. Laurent Bailly, Nathalie Gallet et Delphine Detry. Un geste aussi tendre que donner le biberon à un enfant peut-il se révéler dangereux? Oui, affirme l'UFC Que choisir, qui a testé 23 tétines en caoutchouc. 11 d'entre elles contiennent des nitrosamines, substances cancérogènes. Elles apparaissent lorsque le fabricant durcit le caoutchouc de la tétine pour le rendre plus résistant. Surtout, 2 tétines de l'échantillon contiennent de ce poison dans des proportions alarmantes. Les produits qui sont fortement contaminés dépassent de 20 fois la norme européenne. Ça veut dire que les enfants qui sucent ces tétines, les produits cancérogènes passent dans la salive et peuvent produire des dégâts chez des nourrissons. Ces 2 tétines dangereuses, les voici. La varitétine anti-aérophagique et la supertétine anti-aérophagique aussi à ouverture variable, toutes deux fabriquées par la société Raymond. Ce fabricant, qui n'a pas souhaité nous répondre aujourd'hui, conteste les analyses de Que choisir. Pourtant, il a décidé hier de procéder au retrait du marché de toutes les supertétines et des varitétines en caoutchouc livrées antérieurement au 1er juillet 1997. Quant aux 9 autres tétines contaminées, leur teneur en nitrosamine, elle, reste légale. Mais pour les scientifiques, il est toujours difficile d'établir des seuils avec certitude dès que l'on parle de cancer. Certaines personnes pensent qu'il pourrait ne pas y avoir de seuil parce que les molécules provoquant des cancers pourraient attaquer, si vous voulez, les gènes. Et il suffirait qu'une fois il y ait une malchance inouïe et qu'un gène soit ainsi détruit et arrive à, pas détruit mais modifié, et arrive ainsi à provoquer un cancer. Les tétines en silicone, elles, ne sont pas dangereuses, mais elles ne représentent que 40% du marché. Alors si l'on tient à sa tétine en caoutchouc, il faut choisir sa marque avec soin. Il y en a tout de même encore de nombreuses, totalement inoffensives. Le niveau de pollution s'est quelque peu amélioré aujourd'hui au-dessus de Paris notamment, où une légère brise s'est levée. Au terme d'une semaine marquée par des pics de pollution, Dominique Voynet, le ministre de l'Environnement, envisage de traiter le problème au fond. Parmi les mesures les plus spectaculaires qui pourraient être étudiées, l'augmentation du prix du gasoil, carburant polluant s'il en est, mais aussi la limitation de puissance des moteurs des voitures. Romuald Bonan, François Granier. Faire lever le pied aux automobilistes pour limiter la pollution. Jusque-là, les recommandations par affichage n'ont pas été suivies d'effet sur les routes. Alors le ministre de l'Environnement envisage une solution plus radicale. Brider purement et simplement les moteurs à 130 km/h, c'est-à-dire la vitesse limite en France. Pour les professionnels, ce bridage peut être réalisé sur la quasi-totalité des véhicules déjà en circulation. Est-ce qu'on peut brider ce type de moteur? On peut brider ce type de moteur. Où ça? Par la vis ici de débit de gasoil. Plus on dessert, plus on enrichit en gasoil, plus le moteur va mieux marcher, mais plus on polluera. Alors que si on la serre, on va brider le moteur, on avancera moins, mais on polluera moins aussi. Et ce matériel, n'importe qui peut y toucher, le régler? Non, normalement, c'est fait par des spécialistes, des mécaniciens. Selon les constructeurs automobiles, tous hostiles à ce projet, ce bridage amènerait inéluctablement à une baisse des ventes des modèles haut de gamme. Actuellement, sur les routes françaises, seules les grosses cylindrées allemandes sont bridées, mais à 250 km/h. Une vitesse limite mise en mémoire dans ce boîtier de commande électronique du moteur. Alors techniquement, on peut faire ce que l'on veut et réduire à la vitesse que l'on veut par construction, mais il faut savoir si le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que vous le souhaitez? Non, je ne pense pas que ce soit une des solutions les plus pratiques. Les associations d'automobilistes estiment quant à elles que cette mesure pourrait réduire la sécurité dans les voitures. Certains véhicules auront certainement une perte de puissance qui pourra être quand même très dangereuse.
en cas de dépassement ou de situation difficile. Pour limiter la pollution, beaucoup préfèrent la piste des carburants propres et des pots catalytiques. Le bridage des moteurs est techniquement au point, mais pour l'instant, ce sont les mentalités qui sont à la traîne. Deuxième journée du pape Jean-Paul II à Paris à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Pas de rassemblement de foule aujourd'hui. Le pape a terminé cet après-midi par une visite à la cathédrale d'Évry dans l'Essonne, ouverte en 1995, la seule cathédrale construite en France au cours de ce XXe siècle par l'architecte suisse Mario Botta. Un cylindre de briques assez froid d'extérieur mais dont les bois intérieurs réchauffent l'atmosphère lorsqu'on se trouve dans la chapelle. La particularité de cette cathédrale consiste dans le fait qu'elle a été aux 2/3 financée par les fidèles. La journée de Jean-Paul II avait commencé par une messe à Notre-Dame, messe de béatification d'un universitaire français du XIXe siècle, Frédéric Ozanam, figure de proue de l'Église des pauvres, fondateur de la confrérie de Saint-Vincent de Paul. Patrice Randen, Alain Locaccio. Du rythme africain au folklore brésilien, des slogans espagnols au mouvement d'un drapeau, pourquoi pas libanais, les multiples expressions d'une seule et même joie. La ferveur redouble lorsque paraît Jean-Paul II. Il s'apprête à béatifier l'un des fondateurs des conférences de Saint-Vincent de Paul. Il s'agit de Frédéric Ozanam, un catholique laïque. Cet homme meurt en 1853 à l'âge de 40 ans. Le temps pour lui de voir émerger la lutte des classes et de dénoncer les excès du système capitaliste. S'il soutint la révolution de février 1848, il préféra la charité à l'action sur les barricades. Ozanam écrit « Au fond, la devise des républicains, liberté, égalité, fraternité, c'est l'évangile même. Rien n'est perdu si nous empêchons qu'on s'en écarte. » 71 ans, le procès en béatification aura duré 71 ans jusqu'à ce que par la voix du pape, en ce vendredi, le message social de l'Église s'impose aux conservateurs. Nous déclarons que dorénavant, le vénérable Frédéric Ozanam peut être appelé bienheureux et que le 9 septembre, on pourra célébrer sa fête chaque année. Ainsi sera béatifié l'apôtre des pauvres. Dans la foule, quelques visages que fige l'émotion, esquisseront ensuite un sourire. C'est celui des descendants de Frédéric Ozanam. Il a eu un certain impact quand je vois des gens venus de la terre entière. Il a donc laissé un message impressionnant et ça m'émeut de voir que ça a essaimé partout. Dedans, dehors, des milliers de personnes. Aux yeux de l'Église, elle constitue la moisson que fait lever Frédéric Ozanam, dont la vie, citée en exemple, donnait ce matin matière à recueillement et pour certains peut-être matière à fierté. C'est en début d'après-midi que le pape Jean-Paul II a effectué une visite privée très controversée sur la tombe du professeur Lejeune. Ami personnel du pape de longue date, médecin, généticien de renommée internationale, il découvrit en son temps le gène du mongolisme. Mais il fut également un militant de la lutte anti-avortement. C'est donc à l'abri des regards et sous très haute surveillance policière que Jean-Paul II a tenu à effectuer cette visite privée. Michael Darmon, Pascal Doucet-Bon. Image privée de la cérémonie la moins médiatique du voyage papal. Jérôme Lejeune était le conseiller scientifique de Jean-Paul II et son ami. Le Vatican a été très clair, quelques invités seulement, une partie de la famille Lejeune, plusieurs ecclésiastiques et les élus de Châlons-Saint-Mars. Des hélicoptères, voilà tout ce que les 100 personnes massées au plus près du périmètre de sécurité auront pu apercevoir. Dès l'arrivée du cortège papal, une petite guerre de position s'engage avec les gendarmes mobiles. Mais il n'y a pas d'issue, l'officier est détendu, mais intraitable. Mais on ne veut pas aller au cimetière, on veut juste aller au cimetière après son départ. On ne veut pas, non, on veut juste pas dire qu'il quand même dans l'hélicoptère qui se mettent à la porte. Qu'est-ce qu'on serait heureux. J'ai pas de liaison radio avec lui. Oh, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Visite privée donc, visite à haut risque aussi. Jérôme Lejeune fut l'un des plus grands généticiens français, mais aussi un fervent militant contre l'IVG. Certains commandos anti-avortement se réclament de lui aujourd'hui. Alors Châlons-Saint-Mars a pris des allures de camp retranché. 450 gendarmes pour 1100 habitants. Le GIGN était mobilisé et aucun point n'a été négligé.
Voilà ce que les forces de l'ordre craignaient, une manifestation de militants pro-IVG et d'associations laïques. Mais ceux-là sont 12 seulement, facilement refoulés. À tort ou à raison, Jérôme Lejeune est le héros des uns, la bête noire des autres. Il a été le chef de file de tout le mouvement anti-avortement lors du vote de la loi Veil. Puis par la suite, il a été l'inspirateur des commandos anti-IVG. Ça a toujours été un homme extrêmement courtois dans sa manière de s'exprimer, mais extrêmement violent dans ses idées. La manière dont mon père défendait la vie, c'était parce qu'il était bien sûr médecin, mais aussi un grand chrétien. Il ne faut pas faire d'amalgame entre la conviction que chacun peut avoir, et chacun peut avoir celle qu'il désire, et la manière d'agir. Les admirateurs du professeur Lejeune ont dû attendre la fin de la cérémonie pour saluer sa famille et fleurir sa tombe. Le pape, lui, était déjà parti. Et ce soir, le pape Jean-Paul II vient de rentrer, il y a quelques minutes à peine, à la Nonciature du Vatican à Paris, où il réside, vous le savez sans doute, pendant toute la durée de son séjour. Avant de se retirer, le pape a tenu à briser quelque peu le protocole qui lui était imposé pour serrer des mains de personnes qui se trouvaient devant la Nonciature du Vatican à Paris. À Blaye, en Gironde, les sauveteurs ont dégagé aujourd'hui les corps de 2 nouvelles victimes, ce qui porte à 9 le nombre de morts, et il n'y a plus d'espoir de retrouver vivantes les 2 personnes encore portées disparues. Arnaud Boutet, Delphine Le Gouef. Dans cette ambulance se trouve le 9e corps dégagé des décombres. Il ne reste aucun espoir de retrouver des survivants sous ces barres de fer et ces blocs de béton. Les secouristes recherchent maintenant les 2 derniers corps proches d'une carcasse de voiture. On dénombre 11 personnes disparues, mais de nouveaux témoignages inquiètent les enquêteurs. Des témoignages arrivent relatifs à des disparitions de personnes qui auraient pu se trouver, sinon dans l'entreprise, au moins dans sa proximité. Chacun est soigneusement vérifié. Ils alimentent un peu plus l'inquiétude des 4500 habitants de la commune, des Blayais qui restent encore profondément choqués. C'est avant. Avant. C'est le silo. Avant. Avant. Voilà ce qu'il en reste. J'ouvre la fenêtre, aussitôt. Ça m'a pris là, tu sais. Puis alors, j'ai eu ce truc de machin de béton, de fumée, de feu. On voyait les flammes, hein, on voyait les feux. Hein. Depuis 2 jours, ils ne cessent d'en parler. En famille, entre voisins, car ici tout le monde se connaît. Le directeur adjoint, on le connaissait bien. Lily, la secrétaire qui est sortie aussi, c'est ma génération, hein, donc on la connaissait bien. C'est dur de les voir là-dessous. Drapeau en berne à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, la commune est en deuil. Demain auront lieu les obsèques d'une des victimes. Le journal de Grenoble, le Dauphiné libéré, fait état aujourd'hui à des recherches d'une universitaire qui aurait découvert un fait ignoré, une rafle de 16 enfants juifs arrêtés par la Gestapo en mars 1944 à Voiron dans l'Isère. Une affaire analogue à celle des enfants d'Isieux dans le Rhône. L'historien Serge Klarsfeld est intervenu pour dire que cette rafle n'avait pas été oubliée et avait même été mentionnée dans l'un de ses ouvrages. Les orages et la chaleur de ces dernières semaines ont provoqué une hécatombe dans la production de coques dans les exploitations du Croisic en Loire-Atlantique. Ce serait près de la moitié de la production qui aurait été touchée. Thibaut de Barbérac. D'ordinaire, à marée basse, les coques sont enfouies sous le sable. Depuis le 15 août, dès que l'océan se retire, c'est le même spectacle. Des tonnes de coques mortes jonchent le sol. Les conchiliculteurs estiment à vue d'œil que la moitié de la production du bassin a péri. Les palourdes et les huîtres, elles, ne sont pas touchées. Mystère. Depuis quelques années, on a des phénomènes de mortalité sur les coquillages. Il y a l'année dernière et il y a 2 ans, c'était les huîtres, hein, notamment avec les ostréiculteurs de Penbe, qui étaient touchés, et d'autres coquillages, comme les moules ou les coques, n'étaient pas touchés. Les producteurs avancent cependant une hypothèse. Les orages importants ont provoqué une baisse de la salinité, baisse propice au stress des coquillages et donc à une moindre résistance aux fortes chaleurs de ces derniers jours. Des prélèvements ont été effectués, on connaîtra le résultat des analyses la semaine prochaine. En attendant, la pêche de loisirs a été interdite tout autour du Croisic et les 40 professionnels qui vivent de l'exploitation de ces coquillages s'inquiètent de leur avenir. Certains ont perdu 100% de leur production.
Pollution sur les plages, certaines rouvrent, d'autres ferment. 2 plages situées à La Boca, à l'ouest de Cannes, ont été interdites aujourd'hui à la baignade pour cause de pollution bactérienne. Les plus grands fabricants américains de cigarettes comme Philip Morris, première société mondiale du genre, ou encore Reynolds, sont contraints petit à petit à avouer les méfaits du tabac face à la pression des différents lobbies. Aujourd'hui, c'est le président de Philip Morris qui déclare qu'il serait prêt à cesser de fabriquer des cigarettes s'il était établi que fumer a pour conséquence directe l'apparition du cancer. Thierry Tuillier. C'est une nouvelle pierre dans le jardin des très puissants fabricants de cigarettes américains. Le tabac peut tuer, c'est en substance la curieuse confession du PDG de Philip Morris, le premier producteur mondial. Curieuse car faite devant l'avocat d'institutions gouvernementales de Floride qui intente en ce moment un procès aux industriels du tabac. Est-ce que Philip Morris est d'accord pour dire qu'un seul Américain qui a fumé ses produits pendant 30 ans ou plus, un seul, soit mort d'une maladie causée en partie pour avoir fumé des cigarettes? Ça a pu être le cas pour une personne. Et pour 1000? Pas impossible. Et pour 100 000? Pas impossible. L'industriel serait même allé plus loin, propos que résume ainsi l'avocat des ligues anti-tabac. Si on pouvait démontrer que quelque chose dans les cigarettes provoque le cancer du poumon, le patron de Philip Morris fermerait immédiatement cette usine tant que la substance nocive n'a pas été éliminée. Déclaration méritoire. Les sommes en jeu sont considérables. Il y a 2 mois, les fabricants de cigarettes se sont même engagés à verser plus de 2000 milliards de francs en 25 ans aux victimes du tabac. Ils ont obtenu en échange l'abandon des poursuites lancées contre eux, mais ce n'était qu'un répit. Ces déclarations tombent à pic pour ceux qui veulent que la cigarette soit déclarée purement et simplement hors la loi. C'est le journal Le Monde, confirmé par d'autres sources, qui annonçait aujourd'hui que le gouvernement avait finalement décidé de ne pas abroger les lois Pasqua-Debré sur l'immigration, comme Lionel Jospin l'avait annoncé pendant la campagne des élections législatives. En revanche, les 2 projets de loi auront pour base le récent rapport de Patrick Weil, que le Premier ministre trouve équilibré et qui annule les dispositions les plus discutées de la législation en vigueur. Chantal Kimerlin, Valérie Hermite. Février 97, des dizaines de milliers de manifestants à Paris contre la loi Debré. Un texte qui menaçait les libertés individuelles selon les artistes, les associations humanitaires et toute la gauche française. Mai 97, une campagne électorale surprise, un parti socialiste offensif qui pousse alors Lionel Jospin à promettre le changement radical. Nous abrogerons les lois Pasqua et Debré. Remplacé par une nouvelle législation. Nous leur devons... Le candidat devient Premier ministre, il tient sa promesse mais qu'à moitié. Il n'y aura pas d'abrogation des lois Pasqua-Debré, mais le réexamen de la législation sur l'immigration est lancé. La tâche est confiée à l'universitaire Patrick Weil. Le rapport rédigé en un mois est rendu au Premier ministre le 31 juillet dernier. 130 propositions pour dédramatiser le débat politique, une philosophie, pas de laxisme ni de repli frileux. Auparavant, quand la droite arrivait au pouvoir, elle ajoutait du contrôle. Quand la gauche revenait au pouvoir, elle mettait des droits. Et le droit et le contrôle se sont tellement emmêlés que finalement sur le terrain, ni le contrôle ni le droit ne fonctionnent. Réuni en séminaire hier, le gouvernement a fait du rapport Weil le plat de résistance de son déjeuner débat. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice préparent un projet de loi s'inspirant du rapport Weil pour l'automne. Mais les associations expriment aujourd'hui leur déception. Le combat doit continuer dans les jours et semaines à venir pour que, eh bien, de manière très concrète, les engagements et les promesses tenues dans le cadre de la campagne électorale ne soient pas aujourd'hui un simple reniement. Entre le gouvernement et sa gauche, la rentrée pourrait voir naître une nouvelle polémique autour de l'immigration. Toute cette semaine, on a beaucoup parlé du budget 98 préparé par le gouvernement. Le grand ordonnateur de ce budget, c'est bien sûr le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. Il nous a permis de le suivre toute une journée pour voir de l'intérieur comment fonctionnait la machine de Bercy. Jean-Paul Chapelle, Myriam Metaoui.
Chaque semaine, il réunit son propre conseil des ministres. Dominique Strauss-Kahn a sous ses ordres 4 secrétaires d'État, l'industrie, le commerce extérieur, les PME et le budget. Et le patron de Bercy tient à les contrôler. Vous avez décidé de réunir vos 4 secrétaires d'État toutes les semaines C'est eux qui ont décidé, donc moi je me suis plié. Avec la même poigne, il tient les cordons de la bourse. Dans le budget 98, il a obtenu que les dépenses n'augmentent pas plus vite que l'inflation, 1,5%. Pour éviter les embouteillages, l'homme pressé utilise la vedette de Bercy. Le grand argentier soigne aussi son image. Ici, avec le patron de la Sofres, un institut de sondage. Mais pour communiquer sur le budget, c'est sa femme, la journaliste Anne Sinclair, qui lui confie les ficelles du métier. Si je vous révèle toutes les ficelles, alors je ne pourrais plus les utiliser. Mais non, ça doit rester du domaine privé. Je reconnais bien volontiers qu'elle m'aide. Direction Matignon. Pour tous les arbitrages budgétaires, Strauss-Kahn a son mot à dire, le Premier ministre écoute. Mais devant la caméra, Lionel Jospin ne dira pas tout le bien qu'il pense de son vice-premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de votre ministre de l'économie? Comment Là, comme ça, à brûle pour point, je ne peux pas répondre. C'est un piège, genre de piège auquel il ne faut pas tomber. Il y a une dure tâche avec le budget. Oui, je crois qu'il a bien, avec le secrétaire d'État au budget, bien franchi la première partie de cette tâche avec comme le baccalauréat, les dépenses, il reste les recettes maintenant. Pour les recettes, l'heureuse surprise pourrait venir de la conjoncture, d'après les ordinateurs de Bercy. Oui, reprise confirmée. Du coup, le ministre révise à la hausse ses prévisions de croissance, plus de 2,8% l'an prochain. Pas question pour autant de baisser les impôts. On veut des routes, on veut des hôpitaux, on veut des instituteurs dans les écoles. Tout ça, il faut bien que chacun le paye à mesure de ses revenus. Et l'impôt sur le revenu, c'est quand même dans notre système fiscal celui qui est le plus juste parce que c'est un impôt qui est progressif. Chaque semaine, le ministre retourne dans sa ville de Sarcelles, en banlieue, histoire de garder le contact. Au moment où il décide des grands équilibres financiers, ses électeurs se chargent de lui rappeler ses promesses de campagne. Quand deux premiers ministres sont à moins de 30 km l'un de l'autre, eh bien ils se rencontrent. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui dans l'Ariège, à Saint-Martin-d'Aude, où séjourne actuellement le Premier ministre anglais Tony Blair. De sa circonscription toute proche, Sainte-Gabelle, Lionel Jospin est venu lui rendre visite. Jeff Wittenberg, Pierre-Emmanuel Luneau. Ils ont trinqué à l'eau minérale et le village de Saint-Martin-d'Aude a célébré ce jour historique où il est devenu, même pour quelques heures, capitale de l'amitié franco-britannique, de l'entente cordiale Tony Blair-Lionel Jospin. Tous deux parlent français, on a donc d'emblée parlé travail, par exemple du budget version Jospin. On a été obligé, comme on arrivait après, de travailler sur le budget 98 avec un délai beaucoup plus court. Tu vois. Ah bon. En cadeau pour Tony Blair, un cheval de Mérins, symbole de la région, un animal réputé rude, à l'image parfois des relations entre Paris et Londres. Aujourd'hui, ils sont venus en famille, ils se disent amis, ils ont la même appartenance politique et pourtant les différences ne manquent pas. Sur l'Europe, Lionel Jospin la voudrait plus sociale, son homologue plus libéral. Nous sommes deux nations très anciennes, différentes, avec des traditions, des intérêts différents, mais je crois que nous avons aussi beaucoup de valeurs communes. En plus, nous sommes deux socialistes. Hein. Je crois qu'on a les buts, les objectifs pareils. Et bien sûr, il y a beaucoup de façons différentes pour les atteindre, mais je crois que nous sommes les partenaires. Un nouvel axe est sans doute en train de voir le jour, affirme aujourd'hui Matignon. Entre soupe de melon et saumon naturel, c'était le menu du jour, Lionel Jospin et Tony Blair auraient envisagé des initiatives communes en Afrique, en Bosnie, peut-être avant la fin de l'année. Et le Premier ministre ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Après avoir vu Tony Blair, la semaine prochaine, c'est le chancelier Helmut Kohl que Lionel Jospin va aller rencontrer en tête-à-tête en Allemagne. Sur le terrain diplomatique aujourd'hui, c'est lui qui occupe le devant de la scène. À l'étranger, a remarqué une nouvelle annonce d'un massacre en Algérie. 63 personnes tuées dans la nuit d'avant-hier, au sud-est d'Alger, sans doute par un groupe armé islamiste. En France, c'est une vraie première. Pour certains instituteurs, c'était aujourd'hui la rentrée des classes. Les enfants seront là dès lundi. Ces enseignants et enfants expérimentent dans le département de la Haute-Saône les nouveaux rythmes scolaires. Reportage dans le village de Maillet et Chasselot. Jean-Bernard Schmitt, Patrick Desmuy. Il y a déjà un cartable dans l'école de Maillet, mais c'est celui d'un enseignant. Le soleil du mois d'août brille encore et les 4 instituteurs de ce petit village de Haute-Saône sont déjà de retour dans leur classe. Ouh là là,
Il y a eu des frais, Magali, là? Retrouvailles anticipées mais heureuses pour cette équipe d'enseignants qui sera l'une des premières à reprendre le travail. Première tâche de la journée, s'assurer que l'intendance a bien suivi. Chacun compte cahiers et crayons en fonction des commandes effectuées en fin d'année. Il m'en faut 3 séries à moi. C'est ensuite la redécouverte des salles qui parfois ont bien changé. Ça vous fait plaisir de retrouver votre salle après les vacances? Oui, d'autant plus que cette année, c'est une salle qui a été refaite pendant les vacances, donc c'est une salle toute neuve, beaucoup plus éclairée qu'avant. Donc effectivement, je suis très très content de revoir ces locaux comme ça. C'est facile, hein? Depuis l'an dernier, cette petite école de Franche-Comté vit à un rythme particulier. 2 après-midi par semaine, les enfants n'ont pas cours et suivent des activités sportives ou d'éveil financées par la municipalité. Une méthode originale qui semble porter ses fruits. Après une année de fonctionnement comme celle qu'on a vécue l'année dernière, on s'est aperçu que les enfants, que l'ambiance de la classe était une ambiance moins difficile, moins stressée, et puis que les enfants étaient certainement plus détendus. Des enseignants moins stressés, des enfants moins fatigués. Seul ombre au tableau, le prix. Le programme coûte 4 200 francs par élève à la commune. Une dépense lourde mais renouvelée cette année. 87% des parents ont souhaité que l'expérience continue. Grâce à eux, les enfants retrouveront avant tout le monde la cour de l'école. Opération réussie aujourd'hui pour l'équipage de la station Mir qui, après 3 heures d'effort, est parvenu à rebrancher les câbles des batteries solaires qui fournissent l'énergie à la station. Patrice Pellet. L'opération a réussi, mais il aura fallu 4 heures d'efforts épuisants pour que l'équipage vienne à bout de cette réparation à haut risque. 9 heures ce matin, après avoir enfilé leur scaphandre, les 3 hommes se dirigent vers le nœud central de la station Mir. À midi, ils ouvrent la porte du module Spectre, l'enlèvent et la remplacent par une nouvelle. À 13 heures, Vinogradov pénètre alors dans le module Spectre. La température est de moins 200 degrés Celsius. Il s'empare alors des 9 câbles de liaison électrique débranchés lors de l'accident du 25 juin. Un par un, à la lueur de sa lampe frontale, il les raccorde à la nouvelle porte. À 16 heures, tout est terminé, l'opération délicate s'est déroulée sans problème. Mir devrait retrouver dans les prochaines heures 90% de son énergie. Une bonne nouvelle après tant d'épreuves. Ce soir, les hommes sont fatigués mais heureux de retrouver une station qui se porte un peu mieux. Les Russes sont très attachés à la bonne marche de la station Mir, la seule station du genre existant actuellement dans l'espace. Mais ils ont d'énormes problèmes financiers. Les Américains, les Européens, les Français les aident, mais toutes les recettes sont bonnes, y compris demander aux cosmonautes de participer à un spot publicitaire. Jérusalem, Olivier Lerner. La cité des étoiles à Moscou en ébullition. La station Mir est en perdition. Mir, on ne vous voit plus. Nous avons perdu le contact. Au sol, 150 comédiens, mais dans l'espace, le vrai commandant. Vassili, enfin. Bonjour les terriens. Vassili, de quoi as-tu besoin? D'un verre de lait, comme toi. Du lait dans l'espace? On n'a jamais vu ça. Et pourquoi pas du lait israélien? Très terre à terre, le patron de cette entreprise de lait a pris son agent publicitaire pour un fou lorsqu'il lui a proposé cette idée. 10 litres de lait et une caméra ont été envoyés par une fusée le mois dernier. Un voyage éclair de 6 heures pour éviter que le lait ne tourne. 2 heures de film pour un coût de 4 millions de francs. Une idée de génie pour cette marque de lait qui avait bien besoin de prendre de la hauteur et rafraîchir son image, éclaboussée par quelques scandales qui avaient ruiné l'entreprise. Vassili Tsibiliev, dirigé comme un comédien par un réalisateur israélien aux anges. Encore une fois, fais des bulles. Prends ton pied, prends ton pied. 9 mois de préparation et de négociation pour arriver à ce résultat. La folie des grandeurs du petit laitier a été maintes fois reportée. Mais entre 2 fausses manœuvres, les astronautes ont pu se prêter au jeu sans trop s'éclabousser.
Nous grandissons. Depuis une vingtaine d'années, une étude hollandaise prouve que, par exemple, que les Français ont gagné environ 5 cm. La moyenne est aujourd'hui d'1,77 m pour un homme. Les jeunes sont plus grands et surtout les populations, comme les Japonais, sont en train de rattraper les autres. Frédéric Dupuis. Si ça continue, les joueurs de basket devront un jour peut-être se baisser pour marquer leur panier, car l'homme n'arrête pas de grandir. Les Français, hommes et femmes, prennent ainsi 1 à 2 cm de plus tous les 10 ans, et ce, depuis le début des années 60. La raison, l'homme vit mieux et surtout, il se nourrit mieux. Les aliments sont nécessaires à la croissance. Et la qualité de l'alimentation, c'est-à-dire sa composition, influence la croissance. Qu'est-ce qui a changé alors? Ce qui a changé, c'est la quantité totale de calories que les gens ont pris sur les 40 dernières années, et aussi la composition de cette alimentation, probablement, c'est-à-dire qu'elle est plus équilibrée, globalement. On retrouve cette tendance dans tous les pays en développement. Depuis 50 ans, le monde entier prend de la hauteur, en Asie particulièrement, où la taille moyenne rejoint peu à peu celle des Occidentaux. Les Japonais sont probablement mieux nourris, mais vivent aussi mieux. Leur habitat a changé, leurs conditions générales de vie sociale et individuelle ont beaucoup évolué. Probablement, on pourrait dire qu'ils se sont occidentalisés par rapport à ce qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans les études les plus récentes, comparatives, on sait qu'il est à peu presque aussi grand que l'Américain, donc que l'Européen. L'homme devrait continuer sa croissance. Aucun scientifique, pour le moment, ne peut dire jusqu'où l'être humain grandira. Franck Camas, 24 ans, a tenu jusqu'au bout. Il a remporté la course à la voile en solitaire du Figaro, arrivé la nuit dernière à Saint-Quay-Portrieux en Bretagne. La dernière étape ayant été, il faut le dire tout de même, remportée par Roland Jourdain. Christophe Duchiron, Bruno Livertou. La nuit dernière, la Lune avait rendez-vous avec Franck Camas. À peine 24 ans, on l'appelle déjà le petit prince ou le petit Mozart. Plus simplement, on dira que Franck qui roule Camas pas mousse. À ce qui paraît, quand il était petit, il était premier de la classe, il était matheux et violoniste. Aujourd'hui, dans sa vie, à part le bateau, il y a le bateau. Hier, à l'arrivée, le vainqueur a fait dans la pyrotechnie à grand spectacle. C'est un peu un rêve, c'est vrai, de gagner le Figaro. Il y a 4 ans, j'imaginais même pas pouvoir faire le Figaro. Et là, le gagner en 4 ans, c'est super. Ouais. J'ai rien à regretter, je me suis fait beaucoup plaisir, bon, sauf à la fin de l'étape, là, c'était pas rigolo. À l'exception des dernières heures de course, où ça a légèrement chauffé pour son matricule de marin, Camas a fait fort. Une victoire dans la première étape qui fait des vagues, la suite du parcours sans nuage ou presque. Parmi les surnoms qui collent au basque de ce méridional, le morpion, parce qu'il ne lâche jamais le morceau. Il est jeune et ambitieux comme un Rastignac des mers. La question qu'on voulait lui poser, après une victoire dans le Figaro, qu'allez-vous faire? Et maintenant, du bateau. J'espère le plus gros bateau, il faut en parler à un bon sponsor, ok? Question taille, il ne sera jamais grand, mais question talent, Franck Camas n'a pas fini de grandir. À l'avenir, même si son sponsor est discret, lui qui jouait dans la cour des petits bateaux, on peut penser qu'il passera bientôt à la dimension supérieure, celle qui vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, celle qui vous emmène un jour autour du monde. Bon voyage, monsieur Camas. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, demain soir aura lieu sur l'hippodrome de Longchamp une veillée à laquelle participera le ténor italien révélation de cette année, Andrea Bocelli, et qui est ce soir en pleine répétition et qui a accepté notre invitation. Andrea Bocelli, bonsoir. Buonasera. Bonsoir. Alors, Andrea Bocelli, d'abord expliquez-nous pourquoi avoir accepté cette invitation du pape Jean-Paul II. Est-ce que vous êtes vous-même un fervent fidèle? Oui, je suis né, j'ai grandi dans une famille catholique. Je peux dire que je suis devenu un vrai croyant seulement à l'âge adulte, après avoir passé une enfance plutôt comme agnostique, et cela arrive souvent. Et lorsqu'il arrive à un homme ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire le fait de devenir aveugle comme ça, est-ce que ça ne remet pas en cause une croyance? Est-ce qu'on ne se dit pas, après tout, est-ce que Dieu existe puisqu'il m'a donné ce malheur? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Et puis, je pense très peu à ce qui m'est arrivé, je pense beaucoup à ce qui doit m'arriver, ce que je dois faire. Je regarde toujours devant moi.
Alors, Andrea Bocelli, on va parler de demain soir, mais on va vous voir tout de suite il y a quelques instants à peine. C'était en pleine répétition, l'Ave Maria de Schubert, filmé par Aubry Edler et Éric Delagneau. On se retrouve tout de suite après. Andrea Bocelli, on vient de vous entendre dans l'Ave Maria de Schubert. Quels autres titres allez-vous chanter demain soir? Nous avons fait un essai sur l'Ave Maria et nous allons aussi chanter le Panegyricus de Franck. Alors, le dernier titre que vous ayez enregistré, le dernier album, s'est vendu à plus de 1 350 000 exemplaires. Comment expliquez-vous ce succès qui vous est arrivé assez tardivement finalement pour un chanteur? Vous avez 38 ans, je crois. Oui. Je crois qu'il n'y a pas vraiment une explication à un succès. Un succès ne suit pas des règles. Il faut l'accepter dans son côté positif, son côté négatif. Parce que le succès, c'est comme une charge que l'on porte sur les épaules. Une charge de choses bonnes, mais même les choses bonnes ont un poids. Donc c'est une charge de responsabilité, de difficulté et aussi de chance, c'est vrai. Dernière question avant de vous laisser continuer à répéter, Andrea Bocelli. À la manière de Ray Charles, comment appréciez-vous, vous, les réactions des spectateurs que vous ne voyez pas? Comment sentez-vous votre public? Je crois tout d'abord que le public du monde entier se ressemble. On te rend toujours ce que toi tu arrives à lui donner. Si tu as beaucoup de choses à lui donner, eh bien, tu reçois beaucoup en échange. Si tu chantes mal, parce que ça peut arriver pour différentes raisons, tu t'aperçois que le public te donne quelque chose de moins, te rend quelque chose en moins. Bien. Merci Andrea Bocelli. Donc rendez-vous demain soir à l'occasion de ces Journées mondiales de la jeunesse à la veillée de Longchamp. Voilà, ce journal est terminé. La météo dans un instant, Isabelle Martinet. Point route, Valérie Maurice avec les premiers retours. Dernier journal, ce sera vers 0h30, Thierry Clopeau. Quant à moi, je vous retrouverai demain dès 13h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.